Bonjour, je suis Lisa Azuelos et bienvenue dans mon podcast Parole, Parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des films. J'ai notamment réalisé Comme t'es belle, LOL, Mon bébé ou encore Dalida, qui a sensiblement inspiré le nom de ce podcast, Parole, Parole. Un podcast dont le but est, comme dans mes films, de donner matière à se réparer, à s'aimer, en parlant des petites choses personnelles qui font l'universel. Échanger, apprendre les uns des autres pour mieux se comprendre et se réaliser pleinement. Je sais de quoi je parle, je suis réalisatrice. Ici, je vous propose des échanges libres et sans retenue avec des invités très différents, parfois des amis, parfois non, parfois célèbres, parfois non. On y parle d'intimité, de vérité, d'authenticité, et évidemment tout ça avec un peu d'humour. C'est ma marque de fabrique. Aujourd'hui, je reçois Charles Asselineau. Il a 31 ans, mais il a vécu plusieurs vies, puisqu'il y a une vie avant son accident. Il a perdu son bras à l'âge de 17 ans et une vie après son accident. Alors, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Charles avait très envie de nous parler du deuil et de la séparation. C'est vraiment quelque chose qu'il connaît bien. On aborde tous les sujets ensemble et vous verrez, il a beau avoir 31 ans, il a la maturité d'un grand sage bouddhiste, tibétain, lama, bref. Bonne écoute. Alors moi je te connais pas du tout, je t'ai connu à travers les réseaux, ces espèces d'après-midi qu'on passe à scroller comme des tarés parce que on se dit que on va pas forcément faire quelque chose aujourd'hui ou qu'on croit qu'on va apprendre des choses sur les réseaux. Puis je suis tombée sur toi et ton histoire m'a beaucoup touchée pour plein de raisons. Et je suis très fan des histoires de reconstruction. Je t'ai trouvé très beau, très courageux, très solaire. Et j'avais un petit peu envie que tu te présentes, que tu me dises un peu ton histoire, ce qui t'est arrivé. Et puis de là, on partira pour une conversation. Voilà. Ouais, ça me va très bien. Je m'appelle Charles Asselineau, j'ai 31 ans et je suis parisien. Très parisien, je dirais, puisque je suis né à Paris et j'ai grandi et passé toute ma vie avec mes 4 frères et sœurs. Wow, ouais. Grande famille. Et mes parents, qui sont encore ensemble aujourd'hui, après 40 ans. Donc, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, puisque je connais quand même des gens qui ont des parents séparés avec qui ça se passe très bien. Mais c'est vrai que je vois mes parents tous les jours ensemble encore aujourd'hui et encore amoureux, donc... Je pense que c'est surtout le encore amoureux ouais. Tu me raconteras comment ils font plus tard. Je pense que c'est une chance. Et j'ai commencé mes études de cuisine très très tôt. Moi, je suis cuisinier de métier et j'ai commencé quand j'avais 15 ans. D'accord, c'est donc un bac bac professionnel, ouais, en apprentissage. Donc, la moitié à l'école, la moitié en entreprise. Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas bon à l'école ou que tu savais déjà que tu voulais être cuisinier Non, c'était une vocation. C'était une vocation. C'est une très longue vocation, puisque je pense que je voulais être cuisinier à l'âge de 5 ans. Ah ouais, tu sais pourquoi ? Je pense que c'est quelque chose de familial, dans le sens où moi, j'ai pas de famille, en tout cas au premier ou au second degré, qui était dans la restauration. Mais c'est vrai que la cuisine, chez moi, et le dîner ou le déjeuner, ça a toujours été quelque chose de très, très, très important. Qui cuisine ? Mon père, ma mère. Ouais, ensemble ? Ensemble. Okay. Mes grands-parents aussi, beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire que moi, j'ai pas vu énormément mes parents. Et quand on me pose souvent la question, je mets toujours l'un envers l'autre, le qualitatif et le quantitatif. Puisque moi, mes parents, ils étaient avocats et ils travaillaient 12 heures par jour. Et du coup, ils partaient à 8 heures le matin, ils revenaient à 20 heures. Mais le peu de temps que j'ai vu mes parents était un temps de grande qualité. Et il était notamment énormément exprimé dans ces repas, où on se retrouvait à 7 autour d'une table et où on partageait toutes ces choses qu'on avait à partager. Et notamment le repas du dimanche, qui était un rendez-vous
qu'on ne pouvait pas manquer et qu'on ne devait pas manquer. C'était un petit peu une insulte quand on n'était pas là le dimanche. C'est le fameux gigot du dimanche, voilà, qui n'est pas forcément du gigot. Mais c'est un peu ça. Ouais. Et donc, ça a toujours été quelque chose de très convivial et ça a toujours été quelque chose qui m'a apporté vraiment des choses très positives. Et je pense que c'est un don de soi. Je pense que la cuisine, c'est un don de soi. Je dis souvent que pour moi, c'est la meilleure manière de dire je t'aime. Et venant des parents ou venant des grands-parents, quand on voit quelqu'un qui va passer 1 heure, 2 heures ou 3 heures derrière les fourneaux, et après qu'on est tous réunis autour d'une table et qu'on passe tous aussi bons moments les uns que les autres, je trouve ça assez fantastique. Est-ce que tu as le souvenir, parce que par exemple moi j'ai le souvenir à 10 ans, à un endroit très précis dans ma chambre d'enfant, je lisais beaucoup de livres à cette époque-là et je me suis dit, je serai écrivain. Et je vois exactement l'endroit où j'ai décidé de ça. Est-ce que toi, tu as une image qui te vient à Paula de ce moment-là? Oui, mais c'est très drôle parce que j'étais, je sais pas, je devais avoir 5 ans, peut-être même, non, je pense pas 6 ans, 5 ans. Et j'étais devant les Invalides avec ma marraine et sa femme. Et je regardais le dôme des Invalides et j'ai dit à ma marraine, je vais acheter les Invalides et je vais faire fondre le dôme. Et ma marraine m'a dit, mais pourquoi tu veux faire fondre le dôme? Et je lui ai dit, pour m'acheter un restaurant. Et j'avais 5 ans. Alors, je ne m'attendais pas à cette réponse, hein, bien sûr. Pourquoi le dôme des Invalides? Est-ce que c'est parce que c'est le lieu de la guerre ou... Non, c'est parce qu'il est doré et que du coup, pour moi, c'était de l'or et du coup, c'était quelque chose qui valait de l'argent et qui pourrait me permettre possiblement d'acheter un restaurant plus tard. Et donc, du coup, j'ai commencé à 15 ans après. Donc, tu as eu ton accident à quel âge? Après. Après, ouais, d'accord. Ouais, donc, tu étais déjà engagé Oui, j'étais déjà pleinement engagé. Pleinement engagé. On t'a pas fait chier du style, mais non, fais un bac normal. On m'a pas fait chier parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui ont une pleine confiance en moi et qui sont des gens qui ont fait des études. Et évidemment que la question s'est posée. Évidemment qu'ils m'ont posé la question et ils m'ont dit, est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que par hasard tu n'as pas envie d'avoir ton bac et potentiellement après de faire des études? Et j'étais très sûr de moi et je leur ai dit, moi... j'ai très envie d'être cuisinier. Et puis, ce qui est vrai, c'est que j'étais pas très intéressé par l'école. Ouais. J'étais pas cancre. J'avais beaucoup de chance et d'avoir énormément de facilité. Ouais. Donc, je ne faisais rien. Et j'avais la moyenne. Donc, mais tu perdais ton temps, quoi. Voilà, mais sans rien faire. Mais c'est vrai que je m'ennuyais énormément. Et j'avais envie de passer à quelque chose de beaucoup plus concret. Et l'apprentissage... qui faisait qu'on était 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. C'était pour moi la solution. Et donc, du coup, je suis rentré à Ferrandi, à l'école Grégoire Ferrandi en 2009, en septembre 2009. Qui est vraiment une des écoles les plus difficiles de cuisine. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler. Les tests sont assez compliqués, d'autant plus que ça reste une école gratuite. Ah ouais. Ça reste une école très cotée, mais gratuite. D'accord. Il y a une partie de l'école qui est en partenariat avec l'école publique. Donc en fait, c'est gratuit. Donc il y a des tests assez poussés quand même pour rentrer dedans, pour rentrer en bac pro, que j'ai réussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à Ferrandi en 2009. En 2009, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite alors Après, j'ai fait donc du coup mes 2 premières années, donc qui était génial, et en même temps un petit peu compliqué, parce que quand on a 15 ans et qu'on t'explique que tu vas travailler 50 heures par semaine et que tu n'auras plus de vacances. Plus de vie, quoi. Et que tu auras 5 semaines de vacances par an et que tous tes potes vont en vacances, vont faire la teuf le samedi soir ou le vendredi soir, alors que toi tu bosses, ou que tu bosses le lendemain, c'est un petit peu compliqué. Et tout ça nous emmène jusqu'en 2011, en août 2011, où je termine le peu de vacances que j'ai par an. Et où je suis dans la Creuse, dans le Limousin, où j'ai beaucoup d'attaches, beaucoup de famille et pas mal d'amis, puisque j'y ai passé mes vacances depuis que je suis tout petit et que mes grands-parents ont une maison, mes parents ont une maison également. Et j'ai eu un accident de scout, en fait. D'accord. J'ai eu un accident de scout l'avant-veille de ma reprise. Okay. Je devais reprendre le 30. T'avais envie de reprendre ou Ouais.
Ouais. Ah oui, vraiment, j'avais envie de reprendre. Je devais reprendre le 30 août et j'ai eu un accident le 28 août. D'accord. Où j'ai percuté un tracteur. Alors, je suis sorti d'un virage, j'avais aucune vision. Et je me suis retrouvé face à face avec un tracteur qui était, lui, très à gauche. Et j'ai pas pu l'éviter. J'ai essayé d'éviter. J'ai réussi à éviter le tracteur. Et en une fraction de seconde, je me suis dit, mais waouh, t'as eu la chance de ta vie. Et là, je suis tombé par terre. J'ai tapé quelque chose et je suis tombé par terre, en fait. Et quand je me suis relevé, j'étais un petit peu sonné. J'avais un petit peu mal au bras. Je me suis relevé, j'ai enlevé mon casque. J'ai regardé mon bras et je me suis dit, oh merde, il est où? Ah ouais. Ouais, il était au milieu de la route. Il était au milieu de la route et au soleil, en train de bronzer, alors que moi j'étais à l'ombre. Tu vois le truc ou pas? Dès lors. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie dissociation, quoi. Ah oui, moi qui adore le soleil, lui était au soleil et moi à l'ombre. Et la chance que j'ai eue, c'est que le paysan avec qui j'ai eu cet accident, il était devant chez lui. Et en fait, il est sorti de son tracteur et, comme on peut l'imaginer, hein, il était sous le choc. Bah ouais. Et il pouvait plus bouger, plus parler, plus rien faire. Et moi, je lui ai dit... ça saignait beaucoup? J'ai eu beaucoup de chance, ça ne saignait pas. Ah ouais? Pas de sang, du tout. Incroyable. Parce que quand j'ai tapé, en fait, ça m'a déboîté l'épaule et ça m'a fait un garrot naturel. D'accord, ok. Ça a pincé mon artère principale, l'artère principale de mon bras. Ça a ouais, fait parce un que sinon, t'aurais pu mourir, mort, ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai regardé le mec et je lui ai dit, écoute, rentre chez toi, appelle les secours et ramène-moi une glacière avec de la glace. Et t'as pensé à faire ça L'adrénaline fait qu'il n'y a pas de douleur. Okay. Enfin, j'avais un peu mal au bras, mais en tout cas, non, mais t'arrives à penser, quoi. Enfin, oui, c'est ça qui est fou, quoi. Oui, non, mais l'adrénaline est assez exceptionnelle là-dessus. Ouais, c'est pour ça qu'on en recherche tous. Hein. Ouais, en pleine conscience de tout ça. Et du coup, il est parti chez lui, il a appelé les secours, il m'a ramené une glacière. J'ai ramassé mon bras, je lui ai donné, il l'a mis dans la glacière. Et après, les pompiers sont arrivés, et là, j'ai cru que j'allais mourir. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que le fait que les pompiers arrivent a fait que l'adrénaline est redescendue, puisque les pompiers étaient là. Pour moi, je saignais pas, donc j'étais quelque peu en sécurité. Et au fond de moi, je savais que j'allais pas mourir. Mais du coup, la douleur s'est réveillée. Et comme le paysan a appelé et qu'il a dit que je m'étais cassé le bras, ils n'ont pas appelé le SAMU. Donc du coup, les pompiers sont arrivés et après, ils ont appelé le SAMU. Donc on a perdu 10 minutes dans l'histoire et moi, j'ai attendu une demi-heure. 40 minutes le SAMU. Et du coup... Est-ce que c'est des minutes qui ont changé les choses ou de toute façon, c'était joué déjà, à ton avis? Ouais, c'était joué. Ouais, c'était joué. C'était joué parce que ce qu'on m'a expliqué... Mais c'est 40 minutes de douleur folle. Absolument quoi. Abominable. Absolument abominable. Et c'était très, très, très dur. Et le petit moment drôle, quand même. Ouais, c'est drôle, il y en a toujours un. Non, mais les petits moments drôles de ce moment-là, et que je n'oublierai absolument jamais, c'est l'hélicoptère se trompe de village. Donc, je vois l'hélicoptère passer et l'hélicoptère ne s'arrête pas. Et moi, je suis en bas et je les insulte de tous les noms et j'en peux plus. Et l'hélicoptère finit par se poser. Et l'infirmière anesthésiste descend en courant et elle court et elle arrive devant moi et elle me dit « Monsieur, votre douleur sur 10 ». Ce à quoi je lui ai répondu « Pique-moi, connasse ». J'ai été très... Je l'ai insulté et je m'en excuse aujourd'hui. Mais j'ai appris par la suite qu'en fait, c'est un protocole et que on est obligé de poser cette question-là parce qu'après, si on shoot quelqu'un trop fort et qu'après il a des séquelles, il peut se retourner contre la personne. Donc en fait, c'est le protocole. Mais c'est vrai que moi, mon bras, il était dans la glacière et elle m'a demandé sur 10 ma douleur. Moi, j'en pouvais plus, ça faisait 40 minutes. Mais c'était drôle. C'était le moment drôle. Ouais, je comprends. Mais c'est... Pour moi, l'humour, c'est aussi de l'amour. C'est comme quelque chose qui te rattrape à la vie, quoi. Et ce moment-là, mais c'est incroyable de demander ça à quelqu'un qui n'a plus de bras, quoi. C'est fou. Enfin, bref. Et du coup, là, est-ce que tu te dis, mon bras est dans la glacière, je vais le récupérer, ils vont me le recoudre et ça va aller? Il y a deux choses. La première chose, évidemment, c'est celle-ci. La deuxième chose, c'est que est-ce que je vais me réveiller? Ah ouais. Parce que la question, elle est là. La question, elle est... Je saigne pas pour le moment, donc la première chose que je pense, c'est ça.
toute façon, ils vont me remettre le bras, je vais me réveiller à l'hôpital. Et la deuxième question qui me trotte, parce qu'elle me pique, et franchement, en 10 secondes, enfin, pour atténuer la douleur et tout, en 10 secondes, je m'endors. Et donc, il y a ces 10 secondes où je me sens partir, et où il y a quand même une question qu'on se pose forcément, de savoir, est-ce que c'est le dernier ? Est-ce que c'est le dernier moment, en fait ? Est-ce que je vais me réveiller après ça ? Donc, il y a ces deux questions qui se posent. Et je me réveille 5 jours après. 5 jours ? Ouais. Ah, ils t'ont mis dans le coma Ils m'ont opéré pendant 17 heures. Ouais. Ils m'ont opéré pendant 17 heures, ils m'ont remis le bras. Ouais. Et en fait, ils se donnent 24 heures pour avoir des résultats. Et en 24 heures, ils avaient le résultat qui était le suivant, c'est qu'il y avait une connexion sanguine, mais pas de connexion nerveuse. Et du coup, ce qu'ils ont dit à ma mère, ils ont dit, mais en fait, là, il y a deux choix. C'est où vous lui laissez son bras, qui sera un bras mort toute sa vie, qui va le faire chier plus qu'autre chose et qui sera un handicap de plus. Ou sinon, on réampute et potentiellement, il pourra avoir une très bonne prothèse et continuer son métier de cuisinier. Et mes parents décident à ce moment-là de me réamputer, puisque de toute façon, je suis mineur, donc j'ai rien à dire. J'ai pas de décision. De toute façon, surtout si tu dors, donc oui. En plus. Et du coup, après, ils m'ont laissé dans le coma 4 jours de plus. 4 jours de plus pour éviter la douleur. D'accord. Et je me réveille le jeudi. Et toujours avec la douleur ou... Non, pas trop de douleur. Je me réveille en furie, vraiment en furie. Vraiment. Parce que dans le Limousin, il y a quand même des hôpitaux qui ont des réputations d'être plus des cliniques vétérinaires qu'autre chose. Et donc, du coup, je me réveille. Mais alors, ce qui est particulier, c'est que je me réveille en pleine conscience. Je me réveille et je suis fou. Et je crie partout et je dis, je sais pourquoi je suis là. J'ai eu un accident tel jour, tel moment avec telle personne. Moi, j'étais en scout. Lui, il était en tracteur. C'était à tel endroit. Par contre, je ne vais pas rester dans votre clinique vétérinaire, donc vous m'appelez un hélicoptère tout de suite. S'il faut, je le paye, mais vous m'emmenez tout de suite à la Croix-Saint-Simon à Paris, puisque j'ai un oncle qui était chef de service dans un hôtel parisien. Et donc, finalement, ils finissent par me donner des calmants. Ils finissent par me sangler aussi, parce que j'ai voulu me barrer de mon... j'ai quand même voulu me barrer de mon lit. Et la finalité de la chose, c'est que j'étais dans un très très bon hôpital et qu'ils ont fait un boulot merveilleux. Ouais. Et qu'ils m'ont sauvé la vie, d'une manière ou d'une autre, ils m'ont sauvé la vie. D'avoir failli mourir, ça t'a ouvert une porte sur la vie que tu n'avais pas avant, quoi. Enfin, oui. Ouais. Oui, la question ne se pose pas. Après, il y a beaucoup de gens qui parlent de même des NDE. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce passage de coma. Ouais. Et en fait, on ne peut pas en parler tant qu'on ne l'a pas vécu. Moi, je me suis retrouvé dans un couloir blanc. Tu l'as vu le couloir blanc dont les gens parlent. Je ne sais pas comment les autres l'ont vécu. Je sais que moi, j'étais dans un couloir blanc à marcher dans un sens sans voir le bout. Et un moment, je sais que... Enfin, ce dont je me souviens, c'est que j'ai fait demi-tour. D'accord. J'ai fait demi-tour de Parce que ce couloir. C'est quelque chose que beaucoup de gens qui ont fait des NDE, c'est-à-dire des Near Death Experience, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, racontent comme s'il y avait presque un choix, en fait. Un choix de... Est-ce que tu continues vers le blanc, vers cette espèce de lumière qui t'attire, qui t'appelle, qui fait que tu pars... Mais je pense qu'il y a un choix. Ouais. Je pense qu'il y a un choix parce que moi, j'ai pas perdu de sang sur le coup. Après, j'ai perdu 6 litres et demi. Ouais. J'ai perdu 3 litres de sang dans le bus, j'allais dire. Dans le bus volant. Le bus à aileron volant. Dans l'hélico, j'ai perdu 3 litres de sang et j'ai perdu 3 litres et demi pendant l'opération. Ah ouais. Donc on a 6 litres et demi de sang. J'ai perdu 2 fois la moitié de mon sang. Donc, évidemment que ton corps, à ce moment-là... Il a envie de jeter l'éponge. Et ton esprit, où il se bat, où tu te bats, où tu t'en vas, quoi. Mais il y avait quand même beaucoup de chance. Et tu as ce souvenir vraiment perceptible de toi dans un couloir et qui fait demi-tour. Totalement, ouais. Et tu sais ce que tu ressens au moment où tu fais demi-tour ou c'est juste naturel ? Je sais que j'ai très peur de ce qui arrive devant. Le souvenir que j'ai, c'est que j'ai très peur de ce qui arrive devant. D'accord. Et que d'une manière ou d'une autre, je me dis, je sais ce qu'il y avait derrière. D'accord. Et du coup, je ne vais pas devant parce que je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Et que je me dis, au moins derrière, il y avait la vie. Ouais.
t'es passé par les fameuses étapes du deuil, puisqu'on a dit qu'on allait parler un peu du deuil, qui sont souvent de colère, déni, tristesse. Est-ce que ta première chose a été justement la colère, ou est-ce que ça a été la reconnaissance, ou est-ce que ça a été... Il y a eu un peu un mélange un peu de tout, parce que en fait, quand je me suis réveillé, j'avais pas de douleur, mais il y a quelque chose qu'on appelle le membre fantôme. Ouais. C'est vraiment... T'as l'impression qu'il est là, quoi. Quand je me suis réveillé, en fait, j'avais un énorme bandage autour de moi, et j'étais sous une cape d'hôpital, évidemment. Et en fait, j'étais persuadé qu'on m'avait réimplanté mon bras. Ouais. Parce que je sentais mes doigts, parce que je sentais mon bras. Oui, mais de toute façon, le membre fantôme, tu le sens toujours toute ta vie. Ah ouais. Après, la différence est que les deux extrémités se rejoignent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sens plus mon bras du tout. Je sens ma main. Et ma main... Ta main disparue ? Je sens ma main disparue, mais sauf que ma main, aujourd'hui, je la sens à hauteur de mon amputation. Donc aujourd'hui, je sens ma main au niveau de mon épaule. Mais ça se perd jamais. Mais au début, tu la sens là où elle était, en fait. Et du coup, moi, je pensais qu'on m'avait remis mon bras. Et le vendredi matin, je me suis réveillé le jeudi soir, et le vendredi matin, j'ai vu un médecin. Et qui m'a expliqué, d'abord, il m'a dit, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai jamais expliqué à personne. Et je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que, en fait, les gens dans votre cas, ils sont pas là. Ah ouais ? Ouais. Il m'a dit, en fait, le fait que vous soyez là, aujourd'hui, et que je parle avec vous, je l'ai jamais fait avant. Parce que les gens qui ont eu un tel accident... sont morts ? Oui. En fait, vous êtes une personne sur 1 million, mais vous ne devriez pas être là. Donc, vous êtes là. Donc, déjà, c'est quand même quelque chose qui impacte énormément, de savoir qu'on est là et qu'on ne devrait pas l'être. Mais après, il me dit, on n'a pas réussi. Ouais. Et là, à partir du moment où tu ramasses ton bras, et que tu fais tout pour qu'on te remette ton bras, et que, qui plus est, t'es cuisinier, le monde s'écroule. Et là, je tombe de 30 étages. Et je pense que c'est le premier moment où je tombe de 30 étages de tout ce qui m'est arrivé, puisque pendant l'accident, je saigne pas, je suis conscient de A à Z. Ouais, tu t'es pris en charge, fait. Mon bras est dans une glacière, enfin, l'espoir est permis. C'est la perte de l'espoir, en fait, les 30 étages. Ouais, les 30 étages, c'est ça, c'est de se dire, waouh, en fait, t'as tout fait pour que, puisque tu l'as vu, de toute façon, ton bras était par terre, tu l'as ramassé, mais tu as tout fait pour faire autrement. Et est-ce que tu penses tout de suite à je vais pas pouvoir être cuisinier ? Oui, bien sûr. Oui, mais non, mais pour moi, ma vie s'arrête à ce moment-là. Ouais. Pour moi, ma vie s'arrête réellement. Genre, c'est la fin. C'est la fin. Mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une arme secrète. C'est quoi ? C'est un frère jumeau. C'est pas vrai ? Si. Ah. Et donc, il s'appelle comment ? Il s'appelle Eugène. Ok, d'accord. Et le médecin a commencé à me dire... et puis la suite, c'est que ici, vous êtes en réanimation, donc pas de téléphone. Et la visite est autorisée que pour la famille. Ce à quoi je lui ai répondu, amenez-moi un téléphone, ça c'est le commencement. Ah. Et ensuite, faites attention parce que j'ai une très très grande famille. Et les visites étaient autorisées à partir de 14h. Ouais. Et à 14h, il y avait une personne devant la porte. C'est ton frère jumeau ? Oui. Ouais. Et il savait bien pourquoi il était là à 14h. Parce que personne n'est rentré avant lui. Et il a exigé d'être tout seul avec moi. Ouais. Et on est resté 1 heure. Et évidemment, je ne peux pas te détailler tout ce qui s'est dit. Mais ce que je peux te dire, et c'est la force de la jumélité, après cette discussion, j'ai retourné mon cerveau, mais à la seconde même, et je me suis dit qu'il fallait se battre. Et j'ai tout retourné, et j'ai décidé de me battre, et j'ai décidé de faire preuve d'humour, et j'ai décidé d'aller de l'avant, parce que dans le fond, il m'a juste dit une chose, si on peut faire une synthèse, il m'a dit en fait, un bras ou 2, on n'en a rien à foutre. Tu vas y arriver, tu vas tout casser autour de toi, tu vas y arriver. Tu vas réussir dans ce que tu fais, et crois bien une chose, c'est que même si c'est difficile, nous on sera là. Et moi je serai là. Et c'est très particulier parce que c'est vraiment, il est sorti de la chambre et tout avait changé. Et tout avait changé. J'ai dû attraper mes réseaux sociaux
et écrire un truc du genre, une espèce de connerie du genre, vous inquiétez pas, j'ai perdu mon bras, mais pas ma grande gueule, un truc comme ça. Ouais. Mais c'était, voilà, le mécanisme s'est enclenché là-dedans. D'accord. Comme ça. En fait, c'est l'amour et en même temps le miroir avec ton frère qui fait que... Est-ce que aussi, tu penses que ça aurait été différent avec ta mère ou quelqu'un? Parce que en fait, ils t'aiment tous dans ta famille. Mais le jumeau, ça a fait quelque chose de Oui, particulier. mais personne n'a ce poids-là. C'est vrai? Personne n'a ce poids-là et personne n'a ce pouvoir. Il fait quoi ton frère aujourd'hui? Il travaille dans la restauration Aussi? mais de l'autre côté du... C'est-à-dire, il est en salle. Il est en salle, Oui, il est en d'accord. salle, ouais. Mais Ah ouais, vous avez été tous les deux piqués par ouais, le virus de la restauration. ouais. C'est drôle, ça. Mais je pense qu'on sait parce qu'on a tous les deux, en tout cas, ce même attrait pour l'accueil, Ouais. pour l'échange, pour le partage. C'est drôle, moi aussi, j'ai la même chose par rapport à mon métier. Je ne le fais que pour donner du bonheur aux gens. Et parfois, je m'en veux parce que je me dis, je me suis pas assez servi, moi. C'est-à-dire que j'ai pas assez... Il y a beaucoup de cinéastes qui font des films pour qu'on dise que c'est des grands cinéastes. Et moi, je trouve que c'est assez facile, ça. Enfin, c'est pas facile, mais si tu veux faire un film qui va aller en festival et tout ça, on connaît un peu les recettes quand même. Mais moi, quand je fais un film, mon seul but, c'est que les gens qui vont voir le film, ils aillent mieux après. Et c'est pas un but de cinéaste tant que ça, en fait. Non, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi parce que j'ai exactement la même ambition culinaire et professionnelle. C'est-à-dire que il y a des cuisiniers qui font des concours, il y a des cuisiniers qui courent après l'étoile, et je ne leur jette pas du tout la pierre. De la même manière que j'aime beaucoup les films primés, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les films primés, j'aime beaucoup les films d'auteur, j'aime beaucoup... Mais, comme tu le dis si bien, c'est une recette. Et j'adore aller dans les restaurants étoilés, parce que j'adore la bouffe et que je trouve ça exceptionnel. Mais sauf que c'est pas ma cuisine, c'est pas mon truc. Parce que, comme tu le dis, moi aujourd'hui, pour moi la cuisine c'est un partage. Et qui dit partager avec le plus grand nombre. Et aujourd'hui, si je veux ouvrir un restaurant, je veux ouvrir un restaurant avec des coûts qui soient raisonnés parce que j'ai envie de me dire que, en fait, si je fais bien à manger, quelqu'un qui est multimillionnaire ou milliardaire, s'il a faim et qui vient chez moi, il sera content. Et il aura certainement la même émotion que quelqu'un qui est au SMIC et qui va au restaurant, disons, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Mais sauf que il aura l'occasion de venir au restaurant et de manger pour 30 ou 50 balles entrée plat dessert chez moi. Et en fait, il va ressentir la même émotion que ce mec qui a de l'argent. Et après, je peux prendre tout de suite l'exemple de LOL et en parler maintenant. Allez, on se débarrasse. Non, mais avec toi, parce que oui. Moi, j'ai des parents qui sont très très cool, avec qui j'ai discuté de plein de choses dans ma vie, mais j'ai pas discuté de ça. Quand tu dis de ça, c'est-à-dire drogue, sexe et rock'n'roll, enfin c'est... Oui, j'ai pas discuté de drogue avec mes parents, j'ai pas discuté de sexe avec mes parents. Moi, il y a pas très longtemps, il y a 2 jours, on parlait de drogue. Aujourd'hui, on a entre 29 et 35 ans les enfants. Mes parents, ils ont plus de 60 ans tous les deux, et on a parlé de drogue et j'ai trouvé ça fou. On parle de drogue, et ma mère m'a dit, mais toi, t'as déjà essayé la cocaïne? J'ai regardé ma mère, je lui ai dit, ouais, j'ai 31 ans, tu vois, donc, je sais pas dans quel monde, toi, tu vis, mais c'est vrai que, et je dis pas que tous les gens de 31 ans ont essayé la cocaïne, et que tous les gens devraient le faire. Je dis que je suis assez conscient du monde dans lequel je vis. Ouais, bien sûr. Et que forcément, et je me suis dit, quand je te parle de LOL, je me suis dit, mais c'est fou qu'on ait parlé tellement de choses, parce que mes parents, ils sont quand même très ouverts d'esprit, et on peut parler de beaucoup de choses, notamment de la mort, notamment de la tristesse, notamment de la maladie. On n'a vraiment pas eu beaucoup de tabous, mais je dois t'avouer que moi, LOL, pour moi, quand j'étais gamin, je l'ai regardé, re-regardé. Je pense que je l'ai vu 4-5 fois au cinéma, mais parce que c'était quelque chose qui me parlait, parce que c'est quelque chose, tu vois, qu'on commençait un petit peu à vivre, tu vois. Mais c'est drôle parce que moi, la raison pour laquelle j'ai fait LOL, c'était 2 raisons. La première raison, c'est que je me retrouvais au même âge que certaines mamans qui avaient des enfants du même âge que moi.
c'est-à-dire 14, 15, 16 ans, enfin le moment adolescent. Et les mères me disaient toutes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille me parle comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant se comporte comme ça? Et elles se disaient, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Et en fait, comme il y en avait tellement autour de moi, je me suis dit, il faut quand même que j'explique qu'elles n'ont rien fait, que c'est le moment où l'enfant, en fait, sort du corps de la maman. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu es maman, c'est pas facile à dire ça, où, en fait, tu as l'impression de faire corps avec ton enfant, puisqu'il a été en toi, après il est sorti, mais c'est ton petit bébé, ton petit truc. Tant que tu peux le prendre dans les bras, il fait encore un peu corps avec toi. Et puis après, tu vas quand même le chercher à l'école, et nanana. Enfin, tu vois, il fait... Et puis tout à coup, son corps t'appartient plus au sens où il prend le métro, il a des copains chez qui il dort. Tu vois, tout à coup, il échappe un peu à ce petit cercle. Bon, c'est un mini-deuil, vraiment. Et d'un autre côté, je voyais tous les gamins de l'âge de ma fille qui étaient là. Bon, moi, la maison a toujours été ouverte. Je me suis toujours dit, je préfère que les choses aient lieu à la maison, même si ça ne me convient pas complètement. Je me disais, au moins, ça se passe à la maison, c'est contrôlé, quoi. Bon. Et puis, je les voyais qui me parlaient beaucoup et qui ne pouvaient pas parler à leurs parents, et de drogue, et de sexe, et de plein de ces petites choses qui font la vie d'un ado, en fait, quoi, qui sont vraiment très formateurs. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un film. Tout comme la Boom, pour moi, avait été un peu une révélation, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis la Boom? Les mômes d'aujourd'hui, ils commencent à avoir Internet, ils ont accès au porno, il y a de la bœuf, en veux-tu, en voilà. La cocaïne, à l'époque, c'était pas... Ils étaient encore petits, tu vois, on était surtout sur les pétards et tout ça. Moi, jeune, j'ai eu beaucoup affaire à plein de gamins et de mon âge qui prenaient de l'héroïne. C'était presque plus... C'était une autre époque. Mais bon, il y avait quand même de la cocaïne aussi. Et je me suis dit, il faut qu'on expose tout ça, que les parents se disent que c'est pas de leur faute et que les enfants se disent que c'est pas de leur faute. Je voulais un regard non jugeant sur cette période de la vie qui fait que ça se transforme. On se quitte pas, mais on se quitte un peu. Et on se quitte, mais on reste ensemble. Donc c'est tout ce truc-là. Et c'est pour ça que les questions du deuil, de séparation m'intéressent et que c'est là-dessus que tu m'as interpellée sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit, tu voulais parler du deuil et moi j'ai des choses à dire. Je t'ai dit, écoute, welcome. Alors moi j'ai tout de suite pensé évidemment à ton bras. Ce que je pense le plus dur avec le deuil, c'est de vivre avec un sac poubelle sur l'épaule. Et quand je dis ça, je dis que moi, le deuil de mon bras, aujourd'hui, ça fait 14 ans quand même. C'est quelque chose qui est... Enfin, c'est dépassé pour moi. On va dire que dans 3 ans, dans un peu moins de 3 ans, je vais avoir passé le même temps de ma vie avec ou sans bras. Donc, le deuil de mon bras, en tout cas, le deuil de mon bras physique, il est passé depuis longtemps. J'ai évolué comme ça. J'ai grandi. Aujourd'hui, je travaille, je conduis, je voyage... je fais l'amour, enfin, tu vois, ouais. je fais tout, tu vois. Donc, le deuil, il est là. Et à côté de ça, il y a eu un procès pour que je sois indemnisé, pour que je puisse me payer des prothèses qui sont mais vraiment hors de prix. Ça coûte un bras, c'est le cas de le dire. Franchement, je peux la placer celle-là, c'est sûr. Et en fait, ce procès a duré 5 ans. Au bout de 5 ans, on a signé un protocole. Il y a une partie de l'indemnisation qui a été versée. Et il y a une autre partie de l'indemnisation qui n'a pas été versée, qui n'est toujours pas versée 10 ans après. C'est l'État ou l'assurance ? C'est l'assurance. Ouais. Mais l'assurance qui se bat avec l'État, puisque en gros, l'assurance maladie n'a jamais pris en charge mes prothèses et les prendra jamais en charge. Et ils se font une petite partie de tennis en disant... l'assurance dit que peut-être que l'assurance maladie va payer, l'assurance maladie dit peut-être que l'autre va payer. Du coup, personne ne paye et ça fait 10 ans que ça dure. Et dans le deuil, moi, ce deuil, je l'ai fait depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai toujours ce sac poubelle qui est sur l'épaule, avec cette merde dans ce sac poubelle. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais m'en débarrasser. Et aujourd'hui, c'est allé en appel, aujourd'hui, c'est en cours de cassation. Et en fait, aujourd'hui, je sais que je serai libéré, même si je le vis bien. C'est vrai qu'à chaque fois que ça revient, à chaque fois que mon avocate m'appelle et me dit « il faut aller faire telle démarche, il faut prouver ceci, prouver cela », en fait... 14 ans après. Il y a un moment, je me dis, mais... Et puis, du coup, ça fait des moments où je dors pas la nuit, où je suis très angoissé, où je suis anxieux de comment est-ce que je vais payer mes prothèses. En fait, moi, je travaille. Aujourd'hui, une durée de vie de prothèse, c'est entre 5 et 10 ans. Normalement, je pourrais les changer tous les 5 ans, mais sauf que là, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas changé parce qu'ils ne veulent pas me verser les fonds. Une première partie du deuil, elle est là. Elle est que le deuil... La première partie du deuil, c'était le deuil physique.
apprendre à revivre sans mon bras. Ouais. Ça, c'était le deuil physique. Après, il y a eu le deuil, je dirais, sentimental, de savoir que moi, le regard des gens était très, très compliqué pour moi. C'est quoi qui est compliqué? C'est que peut-être... Ce qui est compliqué, c'est qu'en France, on n'est pas prêt. En France, on n'est pas ready pour ça. On n'est pas prêt pour la différence. Et alors, je vais faire un parallèle avec les États-Unis, avant d'expliquer que la France n'est pas prête. Mais les États-Unis, ils font la guerre depuis 500 ans. Et ils n'ont jamais arrêté de la faire. Donc, c'est mal à plein de choses. Mais du coup, en fait, des gens comme moi, il y en a partout. Et en fait, ils ont cette culture de l'ancien combattant où on va regarder un match de baseball, de basketball ou quoi que ce soit. Et du coup, on arrête le match pendant 1 minute, on fait 1 minute d'applaudissements et tout. Et moi, quand je suis arrivé à Los Angeles, j'avais des gros a priori sur les Américains. Parce que je suis un Français et que la France véhicule ça, que les Américains, c'est des gros bourrins, c'est des gros machins. J'étais dans le stéréotype. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, je suis descendu de l'avion et avant de récupérer mes bagages, il y a 10 personnes qui me sont tombées dessus et qui m'ont demandé « Monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Ça me donne envie de pleurer. Et moi, ça m'a donné envie de pleurer et j'étais ultra choqué par ça parce qu'en France, ça n'arrive pas. En l'occurrence, j'ai pas besoin d'aide. Mais en France, de toute façon, on te le demande pas. On ne pose pas la question. Mais non, on ne pose pas la question. Enfin, je te dis mais... Et je serais tenté de te dire que moi, si je fais la queue au Monoprix et que j'ai 10 bouteilles, enfin pas 10 parce que 10 c'est compliqué avec un seul bras, mais si j'ai 5 bouteilles sous le bras, il y a 6 personnes devant moi, les gens ils baissent les yeux. Ils baissent les yeux. Et il y a, franchement, je vais pas mentir, il y a 5 personnes sur 100 qui vont me céder leur place. Et si je vais un petit peu plus loin dans le métro ou dans le RER, moi je cède ma place à un père ou à une mère qui a un enfant dans les bras, je lui cède ma place. Je cède ma place à une femme enceinte, mais parce que c'est une question d'éducation, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, à une personne âgée. Mais moi, personne me cède sa place. Alors que je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Japon, eux, ils sont prêts à la différence. Et en fait, ils sont attentifs aux autres. Attentifs, je crois que c'est même pas être prêt à la différence. Mais ils sont attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, on a mis les personnes handicapées au placard. On les a mis au placard. Et par exemple, aujourd'hui, nous, on a une allocation adulte handicapé qui moi, je ne la touche pas, je ne l'ai jamais touchée, qui est de 900 €. Mais on t'explique que si tu gagnes un peu d'argent, donc si tu as décidé de te relancer dans le monde réel et d'aller bosser 5 heures par semaine juste pour rencontrer des gens et pour faire ça, ben très bien, tu gagnes... Tu travailles 5 heures par semaine, donc tu vas gagner 200 ou 300 € par mois. Donc du coup, on va te faire baisser ton allocation. Mais donc du coup, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que la vie d'une personne handicapée, ça coûte beaucoup plus cher déjà. Mais ça n'a aucun sens de te dire, en fait, tu veux te réintroduire dans la société, tu veux rencontrer des gens, et ben, en fait, on va te baisser ton allocation. Donc, en France, ce qu'on préconise, ce que l'État, par ce qu'ils font, préconise, c'est, tu sais quoi, reste chez toi. Et nous emmerde pas. Reste chez Prends toi, tes 900 €, mets-toi devant la télé. Non, surtout, mets-toi devant la télé. Et surtout, ne viens pas nous faire chier dans le monde du travail. Ne viens pas interréagir. Ne viens pas nous emmerder et nous donner des problèmes. Et après, je dis ça, mais il faut quand même savoir que jusqu'à il y a 1 an, l'allocation adulte handicapé, elle était couplée avec le salaire du conjoint. Et je parle du conjoint, je ne parle même pas du mari ou de la femme, je parle du conjoint. Ça veut dire que si le conjoint gagnait, il me semble, plus de 3 500 € par mois, plus d'allocation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne handicapée, elle ne pourra jamais être indépendante, qu'elle doit être dépendante toute sa vie. Et donc, le regard des gens, il est là parce que, en fait, les gens, ils me regardent de manière hyper insistante, hyper bizarre, mais parce qu'en fait, on ne leur explique pas. Et moi, je le sais parce que avant d'être amputé, même si mes parents parlent de beaucoup de choses, j'avais jamais parlé de ça. Et je sais aussi une chose, c'est que 99% des enfants qui ont entre 5 ans et 12 ans, quand ils me voient, ils vont dire « Regarde, maman, il a qu'un bras ». Je peux t'assurer, Lisa, que 95% des parents, ils répondent « Chut ». D'accord. Mais pourquoi chut, en fait ? Tu voudrais qu'ils répondent quoi ? Parce que c'est le moment, justement, dans ce podcast, de dire qu'est-ce que tu réponds à ça ? Mais je voudrais qu'ils répondent... Pourquoi ? Qu'ils posent une question En fait, non mais c'est un enfant, il est innocent, en fait. Ouais. En fait,
on est différents. Il y a des gens qui ont des accidents, il y a des gens qui ont des malformations, il y a des gens qui ont des maladies. Mais c'est la vie et c'est pas grave. C'est la vie et c'est pas grave. Et je vais te raconter une histoire, mais la plus belle histoire qui me soit jamais arrivée avec ça. J'étais en Guadeloupe. J'étais en Guadeloupe sur une petite île en face de la ville du Gosier. Et j'étais avec un pote. Et on passait l'après-midi sur une plage. Et là, il y a un petit gars qui s'appelait Théo, qui devait avoir 4-5 ans, qui arrive avec toute la famille, fratrie, cousins, tout ça. Et qui dit à sa mère, regarde maman, il a qu'un bras. Et sa mère lui répond, évidemment, chut. Et moi, je vis ma vie, je vis ma journée. Et à un moment, je passe sur la plage. Et il y a ce petit Théo qui est avec sa cousine, certainement du même âge, qui sont au bord de l'eau. Et les parents, ils sont genre 20 mètres derrière, tu vois. Mais ils sont au bord de l'eau et puis ils sont tranquilles en train de jouer, quoi. Et je passe. Et il me regarde et il me dit, mais pourquoi t'as qu'un bras, quoi? Et du coup, je passe 5 minutes avec lui à lui parler, à lui expliquer, machin, truc, voilà. Et puis... les choses se font, et puis moi je retourne vaguer à mes occupations, et lui aux siennes. Et quand je pars, il est avec sa mère, au bord de l'eau, et je le regarde, je lui dis, salut Théo, bonne soirée, à bientôt. Et Théo, il me regarde, il me dit salut, et après il regarde sa mère et dit, tu vois maman, lui c'est Charles, il a qu'un bras, mais c'est pas grave parce qu'il est heureux. Et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai transmis, parce que l'idée là est de se dire que, en fait, c'est un putain de tabou. C'est un vrai tabou dans notre pays, mais c'est un vrai tabou parce que on n'en parle pas, parce que aux États-Unis, en fait, c'est quelque chose d'hyper ouvert. Mais je parle des États-Unis avec la guerre, mais je peux parler d'autres choses. Je peux parler des pays en voie de développement dans lesquels je suis allé, ou des pays qui n'ont pas les mêmes chances que nous au niveau des soins, au niveau des hôpitaux. Je suis allé à Cuba, je suis allé au Cambodge, je suis allé en Thaïlande. Ouais, t'as bien voyagé, hein. Ouais, j'aime beaucoup voyager et j'ai beaucoup voyagé. Et je suis allé dans beaucoup de pays où ils n'ont pas cette chance-là. Et en fait, des gens comme moi, il y en a plein. Et en fait, les gens, ils me regardent et ils se disent « Waouh !» En fait, le mec, il a qu'un bras, il a un smile qui lui décroche les oreilles, il est à l'autre bout du monde en train de voyager avec un sac à dos. Et en fait, genre, juste trop cool. Et moi, je demande pas qu'on me regarde comme un héros. Je suis pas un héros. Ouais. Je suis pas un héros. Il y a beaucoup de gens comme moi, il y a beaucoup de gens qui se battent. Je ne demande pas d'être regardé comme un dieu, je ne demande pas d'être regardé comme un héros. Je demande juste d'être regardé comme tout le monde, en fait. Et puis, il y a ce truc-là qui s'étale sur le reste, qui est que moi, j'ai perdu mon bras 1 semaine après, dans ma chambre d'hôpital. Il y avait mon professeur principal qui m'a dit « Tu comprends bien que tu vas redoubler ». C'est la première chose qu'il m'a dit. Wow. Ce à quoi... Déjà que je suis... Non, mais tu vois... Ça aussi, ça me donne envie de pleurer, mais dans l'autre sens. Ce à quoi... Tu vois, ton professeur principal... Ouais. Mais de toute façon, j'ai déjà entendu ça... Qui était mon professeur de cuisine, et qui m'a dit « En fait, non. En fait, tu vas redoubler ». Ce à quoi je lui ai répondu « Écoutez, monsieur, en fait, si vous voulez, je vous donne tous mes bulletins depuis le CP, puis vous allez voir qu'il y a marqué la même chose. J'ai toujours fait le minimum, j'ai jamais redoublé de ma vie, en fait. Et en fait, votre job à vous, c'est de me réintégrer dans votre école. Et mon job, c'est de retrouver une entreprise. Et comme on dit chez moi en Creuse, on compte les bouses à la fin de la foire. Ouais. Donc, rendez-vous au résultat du bac et on en discute. J'ai eu mon bac pro, avec mention, et la meilleure note de ma classe en cuisine. T'avais à cœur de prouver qu'ils avaient tous tort aussi. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. C'est pas que c'est plus facile, c'est que quand c'est plus dur, parfois c'est plus facile. Et d'ailleurs, je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui sont les gens qui étaient autour de moi, mes parents, mes grands-parents. Est-ce que les gens dans ta classe, ils t'ont aidé? Enfin, ouais, beaucoup, ouais, vraiment énormément. J'ai été aidé par énormément de gens. Et à contrario, il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé, c'était les gens qui étaient contre. Les gens qui n'y croyaient pas. Puisque dans l'adversité, j'étais là. Ah oui. Mais après, il y a même des gens... En fait, c'est là où je dis que le handicap, c'est fou. C'est qu'il y a même des gens qui m'aimaient au plus profond d'eux-mêmes, qui ont fait des réactions de fou. Moi, avant que je sorte de l'hôpital, mon oncle, qui était chef de service dans le service où j'étais à Paris, il m'a amené un catalogue, il m'a dit « Je te paye une paire de chaussures ». Je dis « Mais trop sympa ». Et puis, je fais les pages. Il n'y avait que des chaussures à scratch. Et du coup, j'appelle mon oncle. Et je lui dis, mais j'ai 17 ans, j'ai un bras en moins, je vais peut-être pas mettre des scratchs en plus, tu vois. En termes de handicap, là, on va monter un espace, tu vois. Et il m'a regardé et il m'a dit, mais tu sais, Charles, maintenant, t'as plus qu'un bras, tu pourras plus jamais faire tes lacets. Et venant de lui, ça m'a énormément blessé. Et c'était pas contre moi qu'il l'a fait, c'était surtout pour m'arranger les choses. Mais c'est surtout parce qu'en fait,
on t'explique que maintenant que tu es handicapé, tu ne pourras plus rien faire. Et aujourd'hui, moi, je me bats pour ça aussi parce que moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'avance et je fais plein de choses et plein de choses formidables et je suis trop content de les faire. Mais je sais qu'il y a des enfants. Ouais. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans mon cas. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de dire aux gens qui ne peuvent pas faire les choses. Parce que c'est pas vrai. Et la finalité de la chose, c'est qu'une semaine après, je suis sorti de l'hôpital et mes lacets, ils étaient faits. Moi, les gens autour de moi passent leur temps à me refaire les lacets. Je n'y arrive pas. Je vis comme un handicap à l'intérieur de moi. Il y a plein de choses que je pourrais jamais faire. Tu vois, notamment avec mes mains. Quand tu as l'habitude d'être traité d'intello, comme ça a été beaucoup mon cas, parce que moi j'étais très bonne à l'école, j'avais que ça, j'étais pas heureuse en famille, donc j'étais heureuse à l'école. Donc j'ai beaucoup lu, beaucoup écrit, etc. Je ne sais pas utiliser un marteau, un clou. Je sais que je vais briser quelque chose. Enfin, tu vois, je me vis handicapée sans handicap. Mais si tu as besoin de faire des travaux... tu vas m'apprendre. Tu m'appelles. Non, mais c'est ça, ça me fait rebondir sur un sujet qui est très drôle, qui est que moi, j'ai toujours été très manuel, je l'ai toujours été. Et très, très tôt, chez moi, quand j'étais gamin, quand j'avais 8-10 ans, moi, je bricolais partout, j'adorais ça. Je changeais les ampoules. Tu sais, quand tu habites dans une famille nombreuse, ces ampoules qui ne sont pas changées pendant 6 ou 7 jours. Non, moi, c'est 6 ou 7 ans. Ouais, moi, si tu veux, on fait le tour mais après. Oui, mais tu vois, quand tu es aux toilettes, 6 ou 7 ans, ça va être chiant. C'est hyper chiant, mais moi, je m'habitue, je vais avec mon téléphone. Et du coup, moi, j'ai vraiment vécu ça chez moi, où c'est vrai que moi, j'adorais ça, donc je le faisais. Et mes frères et sœurs ne l'étaient pas tellement, donc ils ne le faisaient pas. Et en fait, quand j'ai perdu mon bras, ça a continué comme ça. De sorte qu'aujourd'hui encore, quand ma mère a besoin de faire des travaux chez elle, parce que ma mère, elle aime bien ça, mais bon, il y a beaucoup de choses qu'elle ne gère pas trop. Mais j'ai refait les joints de la salle de bain de ma mère il y a 3 jours, tu vois. C'est trop marrant que tu dis ça. On vient de refaire les joints il y a une heure, ici. Et du coup, je continue à le faire, tu vois. Et ma mère, quand elle a besoin de quelque chose... Elle te demande à toi, quoi. Oui. Et ma mère, elle a oublié. Ouais. Ma mère, parfois, elle oublie. Parfois, elle me dit, ouais, il faut que tu m'aides à porter ça. Je peux le faire. Mais bon, techniquement, c'est plus compliqué. Mais non, c'est un carton qui fait 20 kilos, donc je peux le faire. Je peux le faire avec une main. Mais d'abord, c'est pas très bon pour le seul bras qui me reste. Et ensuite, et après, elle me regarde, elle me dit, waouh, désolé, en fait, j'avais oublié. Mais c'est ça la beauté de l'amour d'une mère. Oui, mais après, la beauté de la chose, elle est là. Elle est que les gens puissent l'oublier et que les gens puissent ne même plus le voir. Parce que moi, il y a des gens qui ne le voient pas. Aujourd'hui, même sans prothèse, il y a des gens qui ne le voient pas et qui me disent, mais en fait, ce que tu dégages, au premier abord, ce que tu dégages, une certaine assurance, un sourire, un truc, le fait que tu sois très à l'aise avec les gens et que tu vas vite parler aux gens et tout, en fait, on ne s'attarde pas à ça. Et parfois, juste... C'est pas ce qui te définit, c'est pas ce qui te qualifie. Et encore une fois, c'est ça que les gens qui écoutent le podcast me disent souvent. C'est vraiment important de se poser la question à l'intérieur de soi, quelle est notre croyance limitante ? Moi, j'ai beaucoup de croyances limitantes physiques. Et pourtant, j'ai aucun handicap physique. Mais je sais que je dis tout le temps, maintenant, cette balade, c'est trop long, je ne pourrais pas marcher ce temps-là. Ça, je ne pourrais pas le faire, ça, je ne pourrais pas le faire. Et c'est vrai que c'est le truc en moi que j'aimerais craquer. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, en fait. Et bizarrement, moi, je viens de faire le LOL 2. Et dans le LOL 2, y a le meilleur ami de ma fille qui, lui, est tombé d'une échelle pendant le confinement. Donc, j'ai la chance d'avoir rencontré. Tu l'as rencontré, Théo ? Ouais, je l'ai rencontré. On a eu une petite... c'est vrai ? On a eu une petite discussion à Roland-Garros. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui, là, On a eu une petite discussion quand il est venu à Roland-Garros, puisqu'on m'a parlé de... Il y a Théo qui vient, et en fait, il faut trop que tu le rencontres, et il faut trop que vous parliez, parce que c'est un type génial. Et du coup, moi qui suis co-responsable des cuisines sur le village de Roland... C'est vrai ? Ouais. Oh, génial. Pour Potel et Chabot depuis... Enfin, ça fait 11 ans que je travaille pour eux, et maintenant, je suis co-responsable des cuisines du village. Du coup, vous avez parlé un petit peu. Ouais, on a échangé un petit peu et on a trinqué. C'est un des acteurs du film et c'est pas le sujet du film. Oui. En fait, je présente un peu comment c'est arrivé, mais c'est pas le sujet du film du tout. Le sujet du film, justement, c'est d'aller
au bout de ce qu'on a envie de faire, malgré le regard des autres. Et surtout, je pense que le regard des autres n'existe pas tant que ça si on a un beau regard sur soi à l'intérieur de soi. Moi, j'ai aucun doute sur moi. Bah ouais, mais en fait, le regard des autres n'existe pas. Ce qui existe, c'est quand ça résonne avec le mauvais regard en toi. C'est ça, en fait. Oui, bien sûr. C'est quand ça résonne. Parce que je prends cet exemple parce que c'était je crois que c'est un swami indien qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, mais tu traverses la rue et tu rencontres un poivreau qui est complètement bourré et qui va dire « Ah, espèce de sale pute, qu'est-ce que c'est ?» T'en as rien à foutre, ça va te faire marrer. Oui. Donc, en fait, c'est pas ce qu'on va te dire que t'es une sale pute et tout ça qui est mal en soi. Puisque sur un poivreau que tu connais pas, t'en as rien à foutre. Il dit, mais en fait, quand c'est quelqu'un que tu connais, tes parents, tes machins, quelqu'un de proche, qui va te faire ce mal-là, en fait, c'est pareil qu'un poivreau. C'est son problème. Il est ivre de sa colère, ivre de son jugement, ivre de sa personnalité, mais ça n'a rien à voir avec toi. Et ce qui est intéressant, et souvent je parle de ça parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, tu vois, on parle beaucoup du pardon, et les gens ils disent « Ah ben moi je pardonne pas, il m'a dit ça, je pardonne pas ». Et en fait, un jour on m'a dit « Mais pardonner, c'est pas excuser ». Je dis « Ah bon ?» Pour moi, je ne voyais pas la différence entre pardonner et excuser, tu vois. Il me dit « Non, pardonner, c'est redonner à l'autre sa part. » C'est-à-dire que l'autre, c'est le poivreau. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, en fait. Voilà. Oui, non, mais c'est très, très beau ce que tu dis, mais je pense que, du coup, c'est ce que j'essaye aussi de... Ben, c'est ce que tu as réussi, toi, c'est-à-dire que... C'est ce que j'essaye aussi de transmettre, et aussi, c'est pour ça que j'en parle, parce que il y a 2 ans de ça, j'ai fait une interview sur Real Media, que j'ai du coup publié sur les réseaux, et j'ai reçu plein de messages géniaux, et j'ai reçu un message de Charlotte, qui était avec moi en rééducation, il y a 14 ans, tu vois, et que j'avais pas vu depuis 12 ans, et qui me dit merci pour tout ce que tu dis, merci pour ton partage, parce que moi, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis infirmière, elle a le même handicap que moi. Oh, d'accord. Je suis infirmière, et même moi, dans mon inconscient, j'étais là, mais comment est-ce qu'on peut être infirmier avec un bras en moins? Mais donc, du coup, même moi qui ai beaucoup évolué sur le sujet, il y a quand même des choses où je me disais c'est impossible. Et voilà, elle me dit, je suis mariée, j'ai un homme qui m'aime, j'ai 2 filles formidables, je suis infirmière, tout va bien, mais je suis incapable d'être en maillot de bain sur la plage, quoi. Waouh. Et j'ai trouvé Elle ça... a fait l'impensable. Et j'ai trouvé ça tellement dur. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte, en fait, qu'en fait, le regard des autres, en fait, sur toi, c'est aussi... Le fait, toi, d'être naturel et d'être bien, tu vois, c'est aussi ton retour, ta vengeance sur ce qui t'est arrivé, en disant... Enfin, pas vengeance, mais... En fait, j'ai réussi, j'ai tout niqué. J'ai tout niqué dans ma vie, j'ai réussi, je suis heureuse. Et en fait... Maintenant, je suis comme ça et je m'en bats les couilles de ton regard parce qu'en fait, j'ai fini le jeu, entre guillemets. Entre guillemets, j'ai fini le jeu. Et là, je me dis, mais elle a fait tellement d'étapes dans le jeu et elle s'arrête à ce regard de l'autre. Alors qu'à un moment... Faut qu'elle aille sur une plage naturiste parce que oui. Moi qui ai des problèmes avec mon corps, je suis toujours en surpoids et du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu le moment du maillot, c'est toujours un peu, je me dis, bon, bah voilà... Et les gens sur les plages naturistes, bah, c'est des gens, quoi. C'est-à-dire, t'as des vieux, t'as des poils gris. Moi, j'avais jamais vu de poils gris. T'as des gens, tu vois des sexes, tu te dis, ah, c'est bizarre, j'en avais jamais vu un comme ça. Ou tu vois des seins qui tombent, ou des trucs qui, normalement, sont censés être moches, quoi. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, enfin, je vais me baigner à poil, je reviens. Et de là, je sentais plus le regard des autres. Alors que quand je suis en maillot, je le sens. Dans une autre vie, je pourrais avoir un restaurant. Peut-être que ce sera même pas dans une autre vie, d'ailleurs. Peut-être je finirai comme ça. Ton restaurant idéal, puisque tu m'as dit que tu cherches un local, donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de t'avoir en cuisine. Mon restaurant idéal, c'est plus un lieu de vie qu'un restaurant. C'est un lieu de vie, ouais. J'entends que ma première idée,
c'était d'ouvrir un restaurant. Et en fait, quand on a ouvert avec 2 potes un resto en Creuse, il y a 7 ans, qui est un resto de village, c'est un resto où il y a 400 habitants, et c'est un resto qui est ouvert de 7h à 21h tous les jours, et qui est en fait un énorme lieu de vie et un vivier incroyable de rencontres, de gens qui se croisent, de gens qui discutent. Donc ça fait bar, café, etc. Tabac et éventuellement des pots de pain. Quoi. Voilà, et bon, ça ne le fait pas, mais c'est à peu près ça. Et en fait, ça m'a fait comprendre que en fait, moi, ça me fait chier d'avoir un resto qui est ouvert de 11h30 à 15h et qui réouvre de 19 à 23. Quoi. Parce que je pense que dans ces lieux, il peut se passer 1000 choses, il peut se passer 1000 vies. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être connecté avec les gens, en fait. Ouais. Et je sais que, par exemple, il y a des gens qui ne vont pas au resto ou très peu, mais par contre, qui descendent tous les matins au café pour boire leur café. Ouais. Et c'est une personne de plus à rencontrer. Et il y a des gens qui bossent, et il y a les habitués, et il y a des gens qui vont pas au resto, mais qui vont très aisément venir boire un verre de vin ou une bière à la sortie du boulot. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de me priver de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer... Enfin, je fais ce métier pour rencontrer des gens et pour me nourrir. Et pour me nourrir expressément de toutes ces gens et de toutes ces personnes différentes. Et je trouve ça génial. Donc c'est à peu près ça. Je veux avoir une petite brasserie, pas quelque chose de trop gros. C'est pareil, ouais. Je veux pas acheter une usine ou je veux acheter une petite brasserie où je puisse être derrière mon comptoir et faire mes recettes et être vraiment au contact avec les gens. Et c'est quoi que je viendrais manger chez toi alors ? Du poisson, c'est sûr. Ah, t'adores le poisson ? Du poisson, c'est sûr. Ouais. Ouais. Je mange pas beaucoup de poisson à Paris. Moi, je suis débile. Je ne mange du poisson que quand je vois la mer. C'est débile, je sais. C'est pas forcément débile, mais non, c'est pas forcément débile parce que ça. Oui, mais ça tout vient de Rungis, donc. Ça reste quand même. Je comprends un peu le principe, mais j'aime beaucoup le poisson, vraiment énormément le poisson. Et après, c'est surtout que tu viendras manger de la cuisine familiale, en fait. Ouais. Moi, j'ai des parents qui cuisinent... Les blanquettes et bœuf bourguignon et tout ça. Oui, puis j'ai un père qui a un petit peu toqué, sur la bouffe. Et donc, du coup, nous, depuis qu'on est petits, on a une chanson, quand on met la table, on a une chanson qui dit « sel, poivre, eau, pain, couvert de service, dessous de plat, vin, serviette ». Parce que s'il manque une de ces choses à table, mon père... il va nous le faire remarquer, il n'est pas content. Parce que c'est un rituel, c'est vraiment quelque chose où, voilà, nous, je le dis en rigolant, parce que parfois les gens ils me disent, mais vous êtes complètement malade, tu vois, mais nous, quand on mange à 7 le dimanche, sur un malentendu, on peut manger dans 28 assiettes. Ouais. Parce qu'on a une assiette pour l'entrée, une assiette pour le plat, une assiette pour le fromage, une assiette pour le dessert. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est quand même très souvent, il y a quand même très souvent 3 assiettes par tête. Et comme on est 7, tu as tout de suite 21 assiettes. Ouais, j'ai fait un dîner hier à 6, et du coup, beaucoup d'assiettes. Et du coup, c'est la convivialité par exemple, du service au plat. Le service au plat, ça n'existe plus. Et pourtant, je trouve ça tellement génial. Le service au plat, c'est-à-dire le plat au milieu. C'est-à-dire que voilà, avoir un plat à partager, mais qui n'est pas le sharing comme on peut avoir dans tous les restos un peu fancy d'aujourd'hui, où on prend 10 petites assiettes et qu'on... Non, se dire que sur une entrée ou sur un plat, voilà, là, tu as une entrée qui est pour 4, ou tu as un plat qui est pour 4. Et en fait, je vais arriver, je vais le poser sur la table avec des couverts de service. Et vous allez vous servir comme vous avez envie de manger, en fait. Comme on mange chez notre grand-mère, comme on mange chez notre mère, comme quelque chose où on revienne un petit peu à l'essentiel. À la maison, quoi. Mais si un jour, j'ai la possibilité d'avoir un grand établissement avec que des tables rondes, je trouverais ça génial. Bah ouais. Parce que la table ronde, il n'y a personne qui préside. Les cuisiniers de la table ronde, c'est... Ouais, puis on partage la même chose, enfin, une table ronde et un joli plat au milieu pour partager. Je trouve ça tellement exceptionnel, je trouve ça tellement incroyable. Alors, j'ai un petit rituel avec ce podcast, c'est savoir un peu quels sont les 5 tips qui te servent un peu tous les jours pour aller bien. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de me souvenir et de me raccrocher aux gens que j'aime, en fait. Et parfois, juste un petit message à quelqu'un que tu aimes.
dont tu reçois une réponse, ça vaut tout l'or du monde. C'est vrai. Et voilà, ça peut être avec sa mère, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un truc. Mais je pense, et d'ailleurs c'est un échange, ça va dans les deux sens. Mais moi, il y a un moment dans ma vie où j'allais pas bien du tout. Et je me suis barré pendant 6 mois en Asie, l'hiver dernier. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que on dit pas assez aux gens qu'on les aime. En fait. On dit pas assez aux gens qu'on les aime et on dit pas assez aux gens à quel point ce sont des belles personnes. Le dire, et puis ça s'apprend en fait. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a une autre chose, c'est, à mon sens, qui est très importante. Je ne suis pas du tout quelqu'un de religieux, mais je sais qu'il y a une chose qui est plus ou moins dite dans les 3 principales religions, qui est la même, qui est tendre la main à son prochain. Et quand je dis tendre la main à son prochain, je vais parler de choses toutes simples, mais de tenir la porte à quelqu'un, de dire bonjour à quelqu'un, en fait, de faire plus attention aux gens qui sont autour de nous, et que, d'une manière ou d'une autre, on fasse tous plus attention, les uns et les autres, aux gens qui nous entourent. Et une des dernières choses, je pense, c'est lire. Lire. Et après, je pourrais aller un peu plus loin en disant lire des femmes. Lire des livres écrits par des femmes. Ah ouais ? Ouais. Tu te trouves, en tant que garçon, que ça change quelque chose ? Ouais, tu rentres dans un autre... Je pense que... Moi, je me suis retrouvé dans une situation où, pendant 1 ou 2 ans, je n'ai lu quasiment que des femmes. Et j'ai lu que des femmes parce que j'ai commencé à lire certaines femmes, notamment Annie Ernaux et d'autres, et en fait, qui faisaient référence à d'autres livres. Et en fait, plus tu fais référence, et en fait, tu notes la référence, et souvent, elles font référence à des livres de femmes. Et moi, j'ai lu des femmes pendant 2 ans, quasiment exclusivement, et même si je lis de tout, et je pense qu'on est en retard. Tu penses que ça a changé quelque chose pour toi ? Oui. Ouais, cette littérature. Mais je pense qu'on a lu de la littérature masculine pendant des décennies et des décennies parce qu'elle était réservée aux hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui écrivent des choses absolument incroyables, et notamment sur la sexualité. Et je pense que c'est une parole qui est très très importante. Et ce qui m'emmerde, c'est que, enfin, moi je le vois par exemple sur les réseaux sociaux, quand je regarde sur Instagram, quand je scrolle un peu qui suit qui, je m'aperçois qu'il y a des autrices que je lis, et quand je regarde qui la suivent, il y a que des femmes qui la suivent, que des femmes qui me suivent et qui la suivent, et je me dis mais il y a aucun de mes potes qui la suit. Mais aujourd'hui, si les femmes écrivent pour les femmes et que les hommes écrivent pour les hommes, ça va jamais rien régler. Mon but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes aient envie de faire des enfants, parce que avant la fin du monde écologique, il va y avoir la fin du monde biologique et utérin. Ça, c'est... Mais voilà, donc les femmes, pour moi, c'est quelque chose dans ma vie. Et puis moi-même, mes grands-mères, enfin... Et t'as une copine, là ? Non. Non ? Parce que je suis passé à côté d'une relation extraordinaire parce que j'étais pas prêt, parce que j'étais pas guéri. Et d'ailleurs, tant qu'à passer des messages... Mesdames, messieurs, pour une fois, on va commencer par les hommes, messieurs et mesdames. Allez chez le psy. Mais non, mais c'est vrai. Moi, ça m'a sauvé la vie, mais c'était trop tard. Par rapport à cette relation. Par rapport à cette relation. Ouais. Et c'est vrai que... C'est quoi que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait et que tu as compris maintenant ? Ce que j'aurais dû faire, c'est de me soigner. Soigner quoi ? Enfin, mais si tu veux pas, on n'en parle pas. Si, bien sûr qu'on peut en parler. Non, mais c'est juste que... C'est beaucoup plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Bah oui. Voilà. Et moi, pendant très longtemps, après cet accident, j'avais mon cheval de bataille, était ma réussite, avec plein d'échéances, acheter un appartement, reprendre mon boulot, passer le permis, faire ceci, faire cela, acheter une maison secondaire. Des objectifs. Donc, je me suis battu et au tout début de mon accident, la psy, elle est venue dans ma chambre à l'hôpital et elle m'a dit « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Et je lui ai répondu « Est-ce que vous pouvez faire repousser mon bras ?» Elle m'a dit « Non. » Et je lui ai dit « la porte, elle est là. » Et après, comme j'avais toutes ces choses, je me suis battu. J'ai jamais regardé dans les rétros. Et en plus de ça, je me suis senti beaucoup redevable de beaucoup de gens. Alors que j'étais redevable de rien parce qu'ils m'ont pas donné pour avoir quelque chose en retour, mais c'est vrai que j'ai été tellement soutenu et j'ai été tellement aidé pendant cet accident que après, quand quelqu'un
autour de moi avaient un problème, je faisais tout pour m'en occuper. Donc, dépression, t'as perdu ta mère, t'as perdu ceci, t'as perdu cela, tu vas pas bien, t'as perdu ta meuf. J'étais sur... Le sauveur, le triangle de Cartman. Ouais. Et puis c'est le syndrome du héros en fait. C'est aussi que pendant très longtemps, tout le monde m'a regardé comme un héros. Ouais. Tout le monde m'a regardé comme un héros parce que le mec il a perdu un bras, il a repris la cuisine, il a fait ceci, il a ouvert un resto, il a machin. Quand on va pas bien, il est là, il est solide, il est truc. Et en fait, à force que tout le monde te regarde comme un héros, tu finis par le croire. Et donc, du coup, c'est un petit peu le syndrome du sauveur, c'est un petit peu le syndrome du héros. Et je me suis occupé de beaucoup de gens, mais je me suis pas occupé de moi. Et un jour, je me suis retrouvé dans un angle. Et où je regardais de tous les côtés. Et en fait, j'avais des choses à dire et je pouvais plus les dire à personne. Parce que c'est des choses que je voulais pas dire à mes parents, c'est des choses que je voulais pas dire à ma petite amie, c'est des choses que je voulais pas dire à mes potes. Et j'ai trouvé le psy à ce moment-là. Mais il était trop tard. T'avais perdu ta copine. Je l'ai perdu après, ouais. Il était trop tard. Et j'ai essayé, et puis et j'ai eu peur aussi. Puis c'est une question en fait de confiance en soi. Quand tu vas pas bien, la confiance en soi, elle est là. Elle est ce que je lui avais dit à elle, c'est comment on peut rendre quelqu'un heureux si on n'est pas heureux soi-même. Comment on peut aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Et moi j'ai eu tellement de doutes, ça a été tellement dur pour moi d'affronter tout ça et de lutter contre tout ça que oui, je l'ai perdu. Mais tu vois, quand on parlait du deuil, le deuil d'une relation, c'est très compliqué. Moi aujourd'hui, cette fille-là, on ne s'est jamais expliqué. Jamais. T'as pas eu de closer. J'ai pas eu de closer, mais ça m'arrive de l'avoir. Parce qu'on a beaucoup de potes en commun. Et t'as jamais dit, on prend 1 heure et on en discute ? J'ai essayé. Et elle veut pas ? Elle était pas prête. Maintenant que ça fait 2 ans, 3 ans, j'aimerais juste qu'on... C'est pas beaucoup 2 ans, 3 ans, tu sais. Je sais. Bizarrement, ça paraît mais énorme. j'aimerais sincèrement qu'on se retrouve face à face. Et aujourd'hui, tu vois, dans le deuil, genre passer des moments avec elle, c'est pas quelque chose qui m'amuse. C'est quelque chose qui me fait du mal. Tu sais, c'est aussi une manière de rester en contact avec l'autre, de garder la tristesse en soi. C'est aussi une manière de se dire qu'elle est encore avec toi. Mais c'est vrai que c'est très difficile, moi ça m'est arrivé, c'est très difficile de faire le deuil d'une relation quand on n'a pas eu l'explication. Après, c'est pas parce que tu as eu l'explication que tu peux faire le deuil. Ah mais voilà. ça j'en suis pleinement conscient. Mais en tout cas, ressasser et ruminer dans ta tête ce que tu pourrais dire, ce que tu aurais dû dire, c'est ça le mal en fait qu'on se fait. C'est ruminer, et sachant que comme on n'est pas des vaches, on n'est pas équipé pour, quoi. Voilà, c'est pour finir avec les bouses à la fin de la foire. Ouais, mais c'est une belle finition. Hein. Voilà. Écoute, merci beaucoup Charles. Merci à toi, j'ai passé un très très bon moment. Moi aussi, très agréable. J'espère goûter ta cuisine très rapidement. Et puis à bientôt, on se perd pas de vue. À très bientôt. Okay. À très bientôt. Merci. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'être de plus en plus fidèle avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des pouces, des étoiles, des cœurs, même si vous voulez. Et à bientôt pour de nouvelles paroles.